Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce journal à la une. Les départements du nord de la France sont en vigilance rouge et orange pour crue. Des évacuations ont dû être réalisées alors que certaines zones deviennent inaccessibles. Qu'est-ce qui s'est passé? On a posé la question à Guillaume en début de ce journal. Hier était le 11 novembre 2023, le 105e anniversaire de l'armistice, l'occasion de comprendre cet événement et l'histoire de cette flamme sur la tombe du soldat inconnu. On retrouve Hugo qui nous en dira un peu plus. Le match de foot entre Lyon et Marseille qui a été annulé en raison de plusieurs incendies en amont du match, du Ballon d'Or avec un résultat qui a plutôt fait polémique, et sur les championnats d'Europe et de judo et de triathlon, ça sera l'actualité sportive de Laurine dans Top Départ à la fin de ce journal. Des villages inondés, des rues inaccessibles, ce qu'on pouvait voir dans le nord de la France. Le département du Pas-de-Calais est en vigilance rouge pour crue. Les départements du nord, de la Charente-Maritime et de la Vendée restent quant à eux en vigilance orange crue. Comment un tel épisode qui n'est censé se produire qu'une fois tous les 100 ans a pu arriver? Les explications avec Guillaume. Salut Théo, bonjour à tous. C'est un véritable déluge qui s'est abattu sur le département du Pas-de-Calais depuis plus d'une dizaine de jours. Alors que ce même département continue d'être maintenu en vigilance rouge toujours pour crue et que les dégâts commencent tout juste à être comptabilisés, de nombreuses questions, elles aussi, commencent à émerger. Alors la toute première, ces crues, est-ce qu'elles sont exceptionnelles? Est-ce qu'on aurait pu les éviter? Et surtout, pourront-elles devenir plus fréquentes à l'avenir? Alors d'abord, il faut revenir au contexte passé et présent. Après le passage des tempêtes Céline et Ciarán, ces dernières, elles sont venues tout simplement saturer les sols en eau. Puis ensuite, une énième tempête nommée Elisa s'est formée et est venue buter contre les reliefs du Nord-Pas-de-Calais. C'est une région qui est composée de nombreux fleuves et de nombreux cours d'eau qui ont tous réagi très rapidement face à des pluies littéralement diluviennes. Rendez-vous compte, en l'espace de seulement 20 jours, il est tombé l'équivalent de 2 à 4 mois de précipitations, faisant grimper ces mêmes cours d'eau à des niveaux records. Pour vous dire, la région a tout simplement traversé un épisode pluvieux centennal. Ça veut dire qu'un tel épisode n'est pourtant censé se produire qu'une fois tous les 100 ans. Première raison qu'on pourrait évoquer, c'est l'évaporation en escalade des océans. Alors, en temps normal, le rayonnement solaire vient évaporer naturellement l'eau des océans, des mers, des fleuves et des lacs, ce qui permet justement d'alimenter ce fameux cycle de l'eau. Mais dans un contexte de changement climatique, les océans deviennent plus chauds et donc l'évaporation devient plus importante, d'autant que l'air lui aussi devient plus chaud, ce qui lui permet de contenir davantage de vapeur d'eau. Alors cette eau supplémentaire vient s'ajouter au cycle de l'eau et donc aux précipitations qui nous arrivent directement sur la tête, provoquant des épisodes de pluie extrêmes plus fréquents dans des régions où l'aménagement urbain d'ailleurs n'est pas adapté, par exemple. Après 10 ans d'attente, ça y est, l'information vient de tomber pour GTA 6. En effet, le président de Rockstar Games, Sam Houser, a annoncé qu'une première bande-annonce sera diffusée début décembre. À l'occasion des 25 ans du studio, le rendez-vous est donné pour tous les fans de la licence alors que GTA 5 est sorti en 2013. Pour l'heure, la date de sortie officielle du prochain GTA n'a pas encore été annoncée, mais la hype reste présente, en témoigne le tweet d'annonce pour le trailer de GTA 6 qui a déjà dépassé les 167 millions de vues. Reste à savoir s'ils profiteront de la cérémonie des Game Awards, les Oscars du jeu vidéo qui aura lieu le 7 décembre pour profiter de l'événement pour présenter leur nouveau jeu. On retrouve tout de suite Hugo qui va nous expliquer sur le 11 novembre 2023. Bonjour Hugo, la cérémonie du 11 novembre a donc eu lieu ce samedi. C'était une cérémonie un peu particulière. Bonjour Théo, bonjour à tous. Oui, particulière parce qu'en plus de fêter comme chaque année l'anniversaire de l'armistice, le 105e cette année, nous fêtons également les 100 ans de la flamme de la tombe du soldat inconnu. Vous savez, c'est celle qui se trouve sous l'Arc de Triomphe et qui est arrivée tous les jours depuis maintenant 1923. Et finalement Hugo, quelle est l'histoire de cette flamme ?
Alors il faut savoir qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale en 1920, un corps de soldats français anonyme a été choisi parmi plusieurs et il a en fait été désigné comme le soldat inconnu, celui qui représentera en fait l'intégralité des soldats morts pour la France durant cette Première Guerre mondiale. Début 1921, son corps a été inhumé sous l'Arc de Triomphe, là où il se trouve actuellement en fait, et la flamme est arrivée après, en 1923 donc. Donc la flamme n'existait pas à l'origine ? Ah non, effectivement, Théo. En fait, elle est née sur plusieurs propositions de personnalités qui craignaient l'oubli de cette tombe et de ce lieu de commémoration. Alors, ces personnalités ont lancé cette idée de flamme qui a finalement été adoptée par André Maginot, le ministre de la Guerre. Et donc, elle a été allumée pour la première fois le 11 novembre 1923, soit il y a maintenant tout juste 100 ans. Et donc, tu le disais, Hugo, elle est révisée tous les jours. Elle ne s'est jamais éteinte ? Eh bien, il semblerait que non. Chaque jour à 18h30, et ce depuis 1923, donc, il y a un protocole. Une gerbe de fleurs est déposée sur la tombe du soldat et la flamme est ravivée, notamment par des bénévoles qui sont nommés commissaires de la flamme, c'est pas rien tout de même. Sur le plan plus technique, la flamme brûle en fait grâce à du gaz qui l'alimente en permanence. Mais il faut savoir qu'effectivement, il y a comme une petite cérémonie chaque jour, justement pour ce ravivage de cette flamme. Donc la cérémonie du 11 novembre était encore plus symbolique cette année ? Oui, Emmanuel Macron était évidemment présent à cette cérémonie qui a commencé un peu avant 11h hier matin. Il s'est ensuite adressé aux membres du comité de la flamme ainsi qu'aux associations patriotiques et aux autorités militaires qui contribuent justement au bon déroulé de ces ravivages. Tous étaient ensuite invités à déjeuner avec le président à l'Élysée. Entre le 105e anniversaire de l'armistice et le 100e anniversaire de cette flamme éternelle, cette journée était effectivement plus que jamais un symbole de la commémoration de cette Première Guerre mondiale. Merci beaucoup, Hugo. On retrouve tout de suite Rodrigue pour sa chronique Ce qu'il ne fallait pas manquer avec deux actus de la semaine. Bonjour Rodrigue. On commence avec le ministre de la Justice, lui-même face à la justice. Bonjour Théo, bonjour à toutes et à tous. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est jugé depuis ce lundi devant la Cour de justice de la République. Une première pour un ministre actuellement en exercice, et ce pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. Il continue cependant à exercer sa fonction de ministre pendant sa comparution, qui a donc débuté ce lundi 6 novembre et qui s'étend jusqu'au 17 novembre. Mais alors, que reproche-t-on exactement au garde des Sceaux ? Eh bien d'avoir usé de ses nouvelles fonctions de ministre pour régler des comptes avec des magistrats contre qui il avait bataillé quand il était avocat. Une information judiciaire a été ouverte début 2021 sur 2 dossiers après que 2 syndicats ont porté plainte contre l'ancien ténor du barreau, devenu alors garde des Sceaux. Le premier dossier concerne l'enquête administrative ordonnée par le ministre de la Justice en septembre 2020, 2 mois après sa nomination, à l'encontre de 3 magistrats du parquet national financier. Ce dernier était alors pointé du doigt après avoir épluché les fadettes d'avocats, ce sont les factures détaillées téléphoniques, donc de plusieurs avocats, dont Éric Dupond-Moretti. L'objectif, trouver une potentielle taupe dans un autre dossier, l'affaire de corruption Bismuth, qu'on connaît bien avec Nicolas Sarkozy. Selon l'accusation, le ministre aurait donc ouvert cette enquête administrative pour se venger des magistrats qui l'ont surveillé. Le second dossier concerne l'enquête administrative ordonnée contre un ancien juge d'instruction détaché à Monaco, Édouard Levrault, qui avait mis en examen un policier haut placé à Monaco dont l'avocat n'était autre que Éric Dupond-Moretti. Il est donc reproché au garde des Sceaux d'avoir usé de sa nouvelle fonction de ministre pour se venger de ses précédents adversaires judiciaires. Alors Éric Dupond-Moretti est donc jugé par 3 juges professionnels issus de la Cour de cassation, plus haute juridiction judiciaire en France, et 12 juges parlementaires, parmi lesquels 6 députés et 6 sénateurs, vous les voyez s'afficher à l'écran. Ils composent ensemble la Cour de justice de la République, la seule habilité à juger des ministres pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Éric Dupond-Moretti a dénoncé que ce procès était une infamie pour prise illégale d'intérêt. L'actuel ministre de la Justice encourt, selon l'article 432-12 du Code pénal, jusqu'à 5 ans de prison et 500 000 € d'amende et une peine complémentaire d'inéligibilité, c'est-à-dire que pendant un temps donné, il ne pourra plus se présenter à des élections ou exercer des fonctions publiques, politiques. En soi, il devrait donc quitter le gouvernement. Toujours côté justice, mais dans une toute autre affaire, les 4 collégiens jugés pour harcèlement scolaire après le suicide de Lucas, 13 ans, en début d'année, ont été relaxés en appel.
Effectivement Théo, les 4 mineurs, 2 garçons et 2 filles poursuivis pour harcèlement envers Lucas, cet adolescent de 13 ans qui s'est suicidé en janvier dernier, ont été relaxés ce lundi 6 novembre par la Cour d'appel. La Cour a relevé le caractère odieux de propos qui avaient été tenus entre le 1er septembre 2022 et début octobre 2022, mais elle souligne l'absence d'effet démontré de ces propos sur la santé mentale de Lucas. Elle pointe aussi l'absence de lien de causalité avec le suicide du collégien survenu plusieurs semaines, le 7 janvier 2023. On rappelle juste qu'à la base, quand l'enquête avait été ouverte, c'était pour des propos tenus en septembre et octobre 2022, certes, mais c'était aussi pour des propos tenus en janvier, jusqu'à quelques heures avant le suicide de Lucas. Enquête qui avait été ensuite requalifiée par la justice. En juin, les 4 collégiens avaient été reconnus coupables de harcèlement, mais le tribunal pour enfants d'Épinal n'a pas retenu de lien de causalité entre ces faits et le suicide de l'adolescent. Une prochaine audience devait décider de leur sanction, mais leurs avocats ont décidé de faire appel et avaient plaidé pour la relaxe. Ils l'ont donc obtenue. Alors les avocats de ces mises en cause expriment le soulagement des parents. Il a donc été démontré qu'il n'y a pas eu de harcèlement scolaire, a réagi une autre. De son côté, la mère de Lucas évoque un choc. Cette décision démontre que la réponse apportée par le législateur pour protéger les victimes de harcèlement scolaire est inefficace en France, a-t-elle encore déclaré. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a été interrogé quelques heures après sur ce sujet, mais en tant que ministre, il ne peut pas commenter une décision judiciaire. Rappelons que la loi, sur le papier en tout cas, prévoit jusqu'à 10 ans lorsqu'il y a eu suicide, après la loi du 2 mars 2022 qui en fait un délit. La mère de Lucas hésite pour le moment à se pourvoir en cassation. La décision devrait être connue dans les prochains jours. Merci beaucoup Rodrigue pour ces explications. Et toujours sur ce sujet, on a appris cette semaine qu'un adolescent de 16 ans a mis fin à ses jours ce mercredi à son domicile à La Roche-sur-Yon. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de la mort. On sait que ces faits de harcèlement scolaire avaient été signalés. Sa famille évoque également un caractère homophobe. Le lycéen avait d'ailleurs changé d'établissement tout récemment. On retrouve tout de suite Davian pour la chronique 90 secondes dans le monde. Bonjour Davian, tu veux nous parler aujourd'hui des élections en Ukraine qui apparemment seraient annulées. Salut Théo, effectivement, ce qu'il ne fallait pas manquer en 90 secondes dans le monde, il ne fallait pas manquer cette semaine, on va se pencher sur les élections en Ukraine, où la tension monte à Kiev, alors que le président Volodymyr Zelensky a déclaré dans son allocution quotidienne que ça n'était pas pour le moment des élections, c'est pas le moment en Ukraine. La guerre avec la Russie a non seulement bouleversé le calendrier électoral, mais elle soulève également des questions complexes sur la fiabilité et la pertinence d'organiser des scrutins en temps de conflit. Initialement prévu pour octobre et mars 2024, les élections législatives qui devaient se dérouler en octobre et les présidentielles en 2024, font face à des obstacles majeurs. En effet, donc la loi martiale qui actuellement en vigueur interdit indirectement la tenue des élections. C'est ce qui nécessiterait une modification législative en cas d'élection. Le président Zelensky a souligné la nécessité de se concentrer sur la défense nationale plutôt que sur des processus électoraux. Il a également appelé à l'unité dans un contexte où une partie du territoire est occupée par des millions d'Ukrainiens réfugiés. Les États-Unis, eux, pressent l'Ukraine d'organiser des élections malgré les hostilités, citant l'exemple d'Israël qui a maintenu des scrutins même en temps de guerre. Cependant, la comparaison avec d'autres pays souligne des défis uniques auxquels l'Ukraine est confrontée. Et donc le dilemme, Théo, vous l'aurez compris, suscite des débats intenses parmi les responsables politiques ukrainiens qui doivent jongler entre les pressions internationales en faveur de la démocratie et des réalités d'une guerre en cours. Les discussions autour de la modification de cette loi martiale est en cours et les discussions s'avèrent également complexes. Voilà pour ces 90 secondes dans le monde. C'est à vous Théo pour la suite. Merci beaucoup Davian. Le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ont appelé conjointement les Français à se réunir pour une grande marche contre l'antisémitisme qui aura lieu ce dimanche à Paris. D'autres sont organisées dans plusieurs villes de France. Le Rassemblement national sera présent. Marine Le Pen a invité tous les électeurs de son parti à y participer. En réponse à cette venue, la France insoumise a décidé de ne pas y participer, dénonçant le passé du parti à l'époque de Jean-Marie Le Pen.
De son côté, Emmanuel Macron a annoncé qu'il ne sera pas présent. Il s'en est justifié en expliquant qu'il n'avait jamais participé à une manifestation. Plusieurs ministres seront toutefois présents. Tout de suite, on retrouve Laurine pour Taux de départ, où cette semaine, elle va nous parler de l'incident qui a eu lieu juste avant le match de foot entre Lyon et Marseille, du Ballon d'Or avec un résultat qui a fait plutôt polémique, et sur les championnats d'Europe du judo et du triathlon. Dimanche 29 octobre, le match de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais, qui devait se tenir au stade Vélodrome, a été annulé après de violents incidents. Le bus de l'équipe de l'OL a été touché par des projectiles. L'entraîneur lyonnais Fabio Grosso sort avec le visage ensanglanté, blessé à l'œil. Il se fera poser 12 points de suture. Une enquête a été ouverte pour retrouver les coupables de cet acte, mais une nouvelle enquête a été aussi ouverte pour provocation à la haine raciale et injure à caractère racial. Certains supporters auraient poussé des cris de singe et fait des saluts nazis dans l'enceinte du Vélodrome. Des débordements et incitations à la haine qui ne sont pas les premiers, mais qui entachent de plus en plus le sport et notamment le football. Le ballon rond n'a pas fini de susciter le débat. Les plus grands fans ont sûrement suivi la cérémonie du Ballon d'Or, qui n'a pas mis tout le monde d'accord. Une nouvelle fois, Kylian Mbappé fait partie des favoris, mais n'est toujours pas récompensé de sa saison et se classe 3e. Derrière Erling Haaland, 2e, le crack de cette année qui remporte le trophée de meilleur buteur. Cette édition sacre pour la 8e fois Lionel Messi, un sacre qui fait débat puisque beaucoup voyaient en Erling Haaland un digne successeur au trophée. Le gardien de l'Albi Céleste est lui aussi récompensé par le trophée de meilleur gardien. Le trophée Copa qui récompense le meilleur espoir mondial est attribué à Jude Bellingham et le trophée Socrate qui distingue les footballeurs engagés dans les projets sociétaux et caricatifs est attribué à Vinicius Junior. Didier Deschamps a réagi suite à la cérémonie, estimant que son protégé Mbappé aurait mérité de remporter le trophée cette année. Autre joueur français, Benzema se classe 16e, devant un Griezmann bien loin dans le classement à la 21e place. Randal Kolo Muani fait son entrée dans le classement à la 28e place. Le résultat aurait pu être différent si la France avait gagné cette Coupe du Monde, mais d'autres échéances arrivent à grands pas et notamment l'Euro 2024 en Allemagne. Parce que la France ne cesse de briller, du 3 au 5 novembre dernier s'est tenu les championnats d'Europe de judo. Une échéance déjà décisive puisque dans moins d'1 an se tiendra les JO de Paris où les Français nourrissent plein d'espoir. Et avec cette délégation, on peut y croire, les Français ont remporté sur ce week-end 9 médailles au total, dont 5 en or. Un excellent bilan. Parmi ces médailles d'or, on retrouve celle de Shirin Boukli dans la catégorie des moins de 48 kg chez les femmes, Lucas Mgaetz dans la catégorie des moins de 60 kg chez les hommes, Amandine Bouchard dans la catégorie des moins de 52 kg, Marie-Ève Gaillet dans les moins de 70 kg et Romane Dico dans les plus de 78 kg. Et nos médaillés de bronze, Romain Valadier-Picard dans la catégorie des moins de 60 kg, Walid Kiyar dans la catégorie des moins de 66 kg, Sarah Léonie Sizik dans la catégorie des moins de 57 kg, Alpha Diallo dans la catégorie des moins de 81 kg. Si l'on devait trouver un point noir à ces championnats, ce serait l'élimination de Clarisse Agbenienou dès les quarts de finale et l'absence regrettable de Teddy Riner qui préfère se préserver pour les Jeux et fera sa rentrée en décembre. La saison hivernale approche et c'est le signe du retour du biathlon, ce sport qui mêle le tir à la carabine et le ski de fond. La compétition débute fin novembre à Östersund en Suède par l'épreuve du relais mixte et mixte simple. Après de nombreux départs à la retraite, le circuit mondial de biathlon compose cette année avec l'absence de grands noms comme Marthe Olsbourg-Reuseland, Denise Herrmann ou encore Anaïs Chevalier-Boucher. Pour cette saison 2023-2024, l'équipe de France peut compter sur Julia Simon, chef de file de cette équipe féminine, avec notamment le retour de Justine Brezaz-Boucher, mais aussi Lou Jean Monod, Chloé Chevalier, Caroline Colombo et Paula Beauté et Gilles Guigona faisant figure de relève. Chez les hommes, on retrouve Émilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet, Antonin Guigona, Fabien Claude, Éric Perrault et Oscar Lombardo et Émilien Claude faisant eux aussi figure de relève. C'était ce vendredi à 7h30 du matin qu'une scène impressionnante a lieu devant un lycée du 8e arrondissement de Lyon. En effet, le lycée La Martinière-Montplaisir a été visé par des tirs de mortier par un groupe d'une douzaine de personnes sans faire de blessés.
Le proviseur du lycée estime avoir été ciblé par ces tirs. Des poubelles situées devant l'entrée ont également été incendiées juste avant le début des cours. Les forces de l'ordre ont installé un cordon de sécurité autour des lieux. 2 lycéens ont été arrêtés et identifiés comme des élèves ayant participé à l'action, selon la police citée par l'AFP. Sur une image diffusée sur les réseaux sociaux, on pouvait voir des élèves dans l'établissement au moment où les tirs s'écrasaient sur la façade du bâtiment. La situation est revenue au calme vers 8h15. Un témoin travaillant dans le lycée a précisé auprès du quotidien local Progrès qu'il s'agissait de la 3e attaque de ce type en une semaine. Et ce qui met fin du coup à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur ar1info.fr ainsi que sur le compte X, anciennement appelé Twitter, @ar1info. Prochain rendez-vous, vous retrouvez mercredi le vlog sur la Paris Games Week présenté par Davian. Moi je vous retrouve du coup samedi prochain pour le 2e numéro de Paris des JO et retour du journal dans 2 semaines. Passez une bonne journée sur AR1. Ciao.